La chronique environnement avec vous, Valérie, comme chaque mardi, et votre invité ce soir. Absolument, Wilfried. Ce soir, nous allons parler biodiversité urbaine, puisque la faune et la flore partent à la reconquête des villes. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, cette politique verte est impulsée par Bouygues Construction à Guyancourt. Et donc, pour nous en parler ce soir, Olivier Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue et naturaliste, responsable de la biodiversité d'Élan, filiale de Bouygues. Et donc, première question, qu'est-ce qu'un écologue ? Écologue, oui, c'est surprenant, écologue. Écologiste, non. Un écologue, c'est un scientifique. Effectivement, les gens connaissent l'écologie. L'écologie, c'est la prise de conscience de la nécessité de sauver la planète. Il y a des gens qui le font sur une action politique. Il y a des gens qui le font avec une approche scientifique. Donc l'écologie, c'est une science du vivant, de la faune, de la flore, des écosystèmes. Et les écologues sont les scientifiques qui pratiquent et connaissent cette science. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Voilà. Alors vous avez un vrai parcours d'écologue et de naturaliste. Est-ce que vous pouvez nous dessiner ce parcours en quelques mots ? Je ne sais pas, très court, je dirais que tout petit, je me suis intéressé à la nature. Pourquoi d'ailleurs ? C'est parce qu'avec mon père, on avait construit une cabane pour nourrir des oiseaux. J'avais des jumelles et j'observais les oiseaux, les différentes espèces d'oiseaux. Donc j'ai commencé tout petit. Après, j'ai fait des études scientifiques, poussées jusqu'à une thèse en écologie. Je travaillais sur les chouettes, toujours les oiseaux. Et puis après, j'ai créé mon entreprise. J'avais 26 ans, cabinet conseil en écologie en Normandie. Pendant un peu plus de 20 ans et j'ai souhaité rentrer dans un grand groupe pour changer d'échelle. Donc je suis rentré dans le groupe Bouygues il y a 3 ans. Comme quoi, construire sa petite cabane pour les oiseaux, ça mène jusqu'à fonder sa société dès l'âge de 26 ans. Et donc aujourd'hui, vous évoquez la biodiversité urbaine avec nous. Qu'est-ce que la biodiversité urbaine ? La biodiversité urbaine, c'est la nature, hein, c'est la faune, c'est la flore, c'est les oiseaux dans les villes. Pendant longtemps, on a opposé la ville et la campagne. Hein. La campagne, c'était là où il y avait de la nature, et la ville, c'était là où se faisaient les activités. Aujourd'hui, les limites entre la ville s'est étendue, hein, est allée dans la campagne, et puis la nature re-rentre dans les villes. Donc c'est toute cette préoccupation pour remettre un petit peu la faune, la flore. Alors c'est un petit peu différent de l'approche plus années 70 où on travaille essentiellement sur des espaces verts, des pelouses, de la verdure, puisque là, on s'intéresse aux écosystèmes, à quoi ils servent, quels qu'ils apportent aux hommes, toute leur diversité, la faune, la flore, etc. Alors, cette politique verte est vraiment impulsée par Bouygues, notamment sur son site Challenger, ici à Guyancourt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce qui s'est développé vraiment sur ce site qui est assez particulier ? Alors, Bouygues Construction a décidé d'être leader dans la construction durable. Ça veut dire quoi, la construction durable ? C'est la construction qui intègre les critères du développement durable. On peut parler de la construction écologique, donc construire des villes écologiques, surtout quand on est bâtisseur. L'idée, c'est d'associer à la construction durable, où il y a des thématiques techniques, comme par exemple toutes les questions énergétiques, d'associer aussi les questions de nature. Et sur Challenger, c'est un grand espace avec un grand parc, etc. On avait un formidable lieu pour faire la démonstration qu'on peut, à côté du bâtiment, se préoccuper de biodiversité. Vous dites que c'est une volonté de cette entreprise, c'est aussi une obligation maintenant, parce que pour avoir vraiment cette étiquette verte et de mieux vendre les activités, il faut être en phase avec l'écologie au sens large. Respecter l'environnement, c'est vendeur. C'est une obligation morale au sens où effectivement sauver la nature, tout le monde se doit un petit peu de le faire. Mais quand on est en ville, on n'est pas dans le schéma des espèces très rares, très protégées. Quand on a un merle qui chante dans une cour d'immeuble, quand on a des mésanges, etc., c'est pas forcément, enfin, des espèces qui sont très rares et qui sont à protéger. Donc on n'est pas dans le cas de l'obligation réglementaire qu'on peut avoir quand par ailleurs on construit un grand autoroute et là on est obligé de faire attention. Là on le fait plutôt par envie d'apporter des éléments de bien-être, de qualité de vie aux habitants, aux usagers, etc. Parce que c'est vendeur aussi. C'est vendeur aussi, j'insiste avec ça, mais c'est vendeur. Il y a une demande aussi pour ça. Oui, il y a une demande. Il y a à la fois une demande, c'est un sujet qui plaît, la biodiversité, parce que la nature est un sujet... j'allais dire ancestral. Enfin, les gens ont besoin. Moi, je dis toujours que la nature est un élément du bonheur. Pouvoir se lever le matin, puis voir que les hirondelles sont arrivées, etc., c'est un élément important. Et à Challenger, dans les parkings de Challenger, nous avons des hirondelles qui nichent, qui font leur nid. Donc, on n'a pas ça dans notre parking, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pourtant, il y a bien des conventions internationales qui incitent aujourd'hui les villes, les communes, les États à aller vers ce type de construction et de ville. Tout à fait. Enfin, il y a un mouvement général qui dit que les hommes ne peuvent plus se contenter d'abîmer la nature, donc il faut veiller à
protéger ou reconstituer la nature, et on s'inscrit dans cette dynamique, tout à fait. On va juste faire une petite pause. Oui. Tout de même, on va écouter les Saint-Quentinois. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander: seriez-vous prêts à vivre dans une maison écologique mais en bois? Le bois, c'est assez tendance en ce moment. Voici vos réponses et puis vous pourrez réagir ensuite sur ce plateau. Oui. Faire des économies déjà, et pour la planète. Donc, comme les deux vont ensemble, et les deux sont très importants. Donc... volontiers si on me l'offre. Pourquoi pas, ça dépend du confort qui peut être proposé. Ouais, éventuellement. Oui. Pourquoi pas, oui, tout dépend. Ça peut être très intéressant, une maison en bois. Pour quelles raisons? Pour des raisons écologiques. En général, le bois, c'est un bon isolant. Donc, en toute logique, on peut penser qu'au niveau du chauffage, on aurait à payer des frais moins importants. Oui, si j'avais la possibilité, oui. Pour quelles raisons? Pour plein de raisons. C'est plus économique. Et puis, il faut le faire, quoi. Je pense que maintenant... Oui, mais enfin, je me méfie un petit peu des tendances. Je pense que l'écologie, ça commence par des gestes simples, sans vivre dans une maison écolo. Une maison en bois, oui, pourquoi pas. Parce que c'est chaleureux, effectivement. Le bois, c'est une belle matière, c'est beau. Parce que c'est écolo, que ça préserve l'environnement. Par contre, ce que je sais, c'est que ça reste encore très cher à construire et à faire. Et donc ça, ce sera rédhibitoire pour l'instant. Des maisons écolo en bois pour tous, c'est presque un slogan. Est-ce que c'est une réalité pour bientôt? On va demander à l'écologue ce qu'il en pense. Il faudrait que vous demandiez à mon collègue. On a un spécialiste de la construction en bois chez Construction. Mais ça marche bien? Oui, ouais. Ça marche. Moi, je dirais simplement, dans les propos qu'on a entendus, il y a plusieurs choses. C'est la maison, il y a la question économique, il y a la question technique, et puis il y a beaucoup de gens qui évoquaient la notion du sens, c'est écologique, parce que le bois, c'est renouvelable, le bois, c'est des forêts, donc on est bien, quand on construit en bois, on est bien dans l'écosystème. Je vous donne une réponse d'écologue. On en revient justement à ce que vous nous disiez au début de cette séquence. Voilà, on est bien lorsque l'environnement est autour de nous, qu'on vit bien dans son écosystème. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que la biodiversité urbaine apporte à l'homme, concrètement? Alors, elle apporte plusieurs choses. Elle rend des services. On s'est rendu compte que des villes sans biodiversité, ça manquait, que la présence... Alors, elle peut rendre des services techniques très, très, très concrets. Par exemple, le fait d'avoir des arbres, le fait d'avoir des plans d'eau, d'avoir des zones humides, ça évapore, ça évapotranspire, ça réduit la chaleur et ça réduit l'îlot de chaleur. Donc on a moins de canicules. Rappelez-vous les grandes canicules, on disait aux gens, mettez-vous à l'ombre d'un arbre, etc. Donc ça rend ces services-là. Et puis ça permet aussi de voir évoluer les saisons, de rythmer sa vie. Ça participe de l'équilibre. Et puis ça apporte aussi beaucoup de services culturels. Moi, je prends toujours un exemple. Je dis aux gens... Aux familles, posez-vous la question où vos enfants ont vu leur première grenouille ou leur premier tétard. Est-ce que ça sera en vacances très loin, etc. Ou est-ce que ça sera dans un fossé à côté de la zone où vous habitez, ou de la zone commerciale, où un jour, en se mettant à genoux, il aura découvert qu'il y avait des tétards et des grenouilles. Donc c'est tout ce côté éducatif, plaisir, et aussi service rendu, épuration, régulation du climat, par exemple. Et est-ce que les entreprises viennent vers vous pour justement concevoir des parcs tels que Challenger? Alors, on n'est pas paysagiste, donc on ne conçoit pas des parcs, on va plutôt orienter des programmes, etc. Mais effectivement, vous avez dans une filiale, donc Elan, qui fait des missions de conseil, etc. Nous avons beaucoup de clients qui nous aident à traiter différemment leur espace vert, si tant est qu'ils aient la place. Alors, ça peut être des parcs, mais ça peut être aussi mettre de la biodiversité sur du bâtiment, sur du minéral, quand on n'a pas de l'espace suffisant. Donc la biodiversité urbaine, c'est aussi moins de pesticides en ville ? Évidemment, évidemment. Vous savez qu'un des endroits où on met le plus de pesticides aujourd'hui, parce qu'on a arrêté un peu partout, c'est sur les terrasses des immeubles où on traite pour pas que les herbes arrivent. Alors que sur les terrasses, on pourrait avoir des petits écosystèmes qui s'installeraient au lieu de mettre des pesticides, des herbicides. D'accord. Donc la ville béton, c'est fini ? C'est probablement fini. Je pense qu'au XXIe siècle, la ville sera plus verte, aura des quartiers et des coulées vertes beaucoup plus que les villes du passé. À quelle échéance ? Rapidement, on pourra le voir ou il faudra attendre encore quelques générations ? On pourra le voir, il faut le temps que les nouveaux grands projets arrivent, se réalisent et puis maturent un petit peu. Mais oui, non, c'est une échéance de quelques décennies, je veux dire. Merci. Ça commence maintenant. Merci d'être venu sur ce plateau. On en sait maintenant plus sur cette profession d'écologue. Vous savez tout sur le métier d'écologue. Merci Valérie. 2 informations pour conclure cette chronique. Oui, absolument Wilfried. La première édition de Paroles de jardinier vient de s'achever après un mois d'animation organisée sur l'ensemble du département. Les collaborations de 46 propriétaires de jardins privés et sites publics a permis à Yvelines Tourisme d'orchestrer 200 animations et de réunir plus de 21 000 visiteurs. Et une fermeture d'entreprise. Oui, également.
MCI, unique PME française à fabriquer des composants électroniques pour les panneaux solaires, vient de déposer le bilan situé à Mantes-la-Jolie. Cette entreprise créée en 1973 vient donc de licencier une quinzaine de personnes. Une entreprise sans doute victime des aides qui se sont réduites pour installer tous ces panneaux et de la crise, solaires. Oui. Merci Valérie. À mardi prochain pour un autre point environnement ou innovation aussi, vous le savez, si vous êtes des fidèles de l'émission. Nous allons finir le 7-8 en évoquant à présent Halloween. La fête a perdu de la vitesse ces dernières années. Certains continuent à organiser des rendez-vous. C'est le cas du Central Fred de Vigny. Les détails à suivre, ce sera juste après ce reportage d'Alice Gastine et de Patrick Jacques de Dixmude. Ils se sont penchés sur le marché des pompes funèbres. Un développement notable, celui de la crémation. C'est un phénomène qui est apparu il y a quelques années. De plus en plus de Français se tournent vers la crémation. Selon un sondage IFOP pour les pompes funèbres générales, la demande est actuellement de 32% et devrait atteindre 50% d'ici une dizaine d'années. Explication avec un professionnel du métier devant les cavurnes du cimetière d'Égonard à Versailles. Le coût des obsèques crémation sont en moyenne sur la région parisienne de 3 500 € et en inhumation d'environ 4 500 €. Et pour les personnes qui n'ont pas encore de concession funéraire dans un cimetière pour des inhumations, il faudra acquérir cette concession, faire un monument funéraire, donc ce qui va augmenter la facture d'autant. D'autres facteurs expliquent cette hausse, comme le manque de place dans les cimetières en région parisienne. Certaines personnes considèrent aussi que la crémation est plus écologique que l'inhumation. Une demande de plus en plus difficile à satisfaire compte tenu du manque de crématoriums. La France en compte aujourd'hui 144 pour plus de 160 000 crémations par an. Il faut effectivement que la France s'équipe en crématorium. Nous sommes un petit peu en retard au niveau de ces équipements. Les Yvelines comptent un seul crématorium situé au Mureau. La construction d'un tel édifice est à l'initiative des communes sur appel d'offres auprès des professionnels des pompes funèbres. Par ailleurs, la loi oblige les communes de plus de 2000 habitants à disposer d'un site cinéraire.